Quelle l'heure tu as? Bac, c'est 8h du matin. Un brandebourgeois à 8h du matin, c'est merveilleux. Ça va, tu trouves ton bonheur? J'ai aucune raison d'être particulièrement gay. Il n'y a qu'à la télévision qu'on voit des gens éclater de rire à longueur de temps, là, comme des crétins. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Comment peut-on calculer la valeur de pi, à votre avis, madame? Je pense que ça ne se calcule pas. De toute façon, je pense qu'il faut calculer le nombre de litres à la journée. C'est-à-dire qu'une vache est capable de donner 40 litres de lait si elle a 4 pis qui fonctionnent bien. Ou est-ce que Sinon, la valeur de pi, ça se calcule pas. Je ne pense pas. Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée de ce qui va se passer? Je vous remercie d'être venu, il y a la lumière, c'est chauffé. Moteur de recherche. Il y a des docteurs dans la salle? L'émission scientifique où tu ne sais jamais ce que tu vas trouver. C'est une expérience à tenter. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission scientifique préférée, Moteur de recherche. Moteur de recherche, c'est toujours l'émission de la science en Auvergne dans laquelle nous discuterons avec un chercheur ou une chercheuse locale de ses travaux ainsi que de l'actualité scientifique du moment. Je suis Rémi et avec moi autour de ce plateau Magali et Barbara à la technique. Bonjour à vous deux. Salut. On est ensemble tout au long de cette émission pour parler recherche, actualité, événements, le tout accompagné d'un chercheur différent chaque mois. Et ce mois-ci, notre invitée est Isabelle Vessier, chercheuse à INRAE et animatrice de la branche agro-écosystème pour CAP 2025. Bonjour Isabelle. Bonjour tout le monde. Je me suis pas trompé, c'est bon? Non, c'est bien ça. Alors INRAE, si vous connaissez pas, c'est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et comme vous l'avez sûrement compris, à l'écoute du nom de cet institut, tout au long de cette émission, nous allons parler agriculture et environnement, plus particulièrement de bien-être animal, car tel est l'un des sujets de recherche de notre invité ce mois-ci. Repérer les signes de stress et maladie chez les animaux, c'est toujours bien ça? Oui, c'est bien ça. Et donc au sommaire de cette émission, vous l'aurez compris, il y aura une interview d'Isabelle, mais aussi une chronique préparée par Clara, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, sur un truc qui nous concerne tous, le rire, suivi par les bons plans d'Astuce Science. Mais pour commencer cette émission, Magali et moi allons parler Ig Nobel pour la rubrique Science Insolite. Des scientifiques font des expériences sur des mouches drosophiles. Science. Parce que la structure de leur cerveau est extrêmement proche de la nôtre. Insolite. Oh les mains! C'est un hold-up? Non, c'est une expérience scientifique. Nous connaissons tous le prix Nobel. Cette récompense remise chaque année depuis 1901 à des personnes ayant apporté, entre guillemets, le plus grand bénéfice à l'humanité. Et ceci dans des domaines de la physique, la chimie, la médecine, la littérature ou la paix. Mais connaissez-vous le Ig Nobel ? Ce prix, dont le nom est issu d'un jeu de mots entre prix Nobel et le mot ignoble, récompense depuis 1991 les réalisations qui font d'abord rire les gens puis les font réfléchir. 10 résultats scientifiques insolites sont ainsi mis à l'honneur chaque année par le magazine scientifique d'humour, Les Annales de la recherche improbable. Découvrons ensemble les recherches primées en 2020 et on commence tout de suite par l'Ig Nobel d'acoustique. Il a été décerné à une équipe internationale pour avoir testé les variations de cris d'une femelle alligator dans une chambre hermétique enrichie en hélium. Quel était donc le but de cette recherche ? Alors, certains animaux sont capables d'indiquer leur taille à leurs congénères via les sons qu'ils émettent. Cette expérience a permis, en enregistrant les sons émis par l'alligator avec et sans hélium, d'observer quelle composante du son était modifiée par ce changement de gaz. La composante source du signal est restée constante, ce qui montre que les alligators peuvent indiquer des caractéristiques comme leur taille via ces vocalisations. Psychologie maintenant. Alors 2 chercheurs nord-américains l'ont reçu pour l'élaboration d'une méthode permettant d'identifier les personnes narcissiques en examinant leurs sourcils. On va tous faire attention à nos sourcils maintenant et on passe tout de suite au management. Alors celui-là a été décerné à 5 tueurs à gages chinois. Des tueurs à gages primés dans la catégorie management ? Alors ils sont récompensés pour avoir géré un contrat pour un assassinat de la façon suivante. Le tueur à gage A, après avoir accepté la somme en échange du meurtre, a sous-contracté la tâche au tueur à gage B, qu'il a lui-même sous-contracté au tueur à gage C, qu'il a lui-même sous-contracté au tueur à gage D, qu'il a lui-même sous-contracté au tueur à gage E, vous voyez où je veux venir, le 5e donc, qu'il a lui-même sous-contracté au tueur à gage A. Conclusion, chaque sous-contractant a ainsi reçu un pourcentage plus faible de la somme et personne n'a effectué l'assassinat. Primés pour avoir évité un bain de sang, moi je pense qu'ils auraient plutôt mérité le Nobel de la paix.
Parlons-nous de bain de sang dans la catégorie médecine cette année. Pas du tout. C'est une équipe belgo-néerlandaise qui l'a reçue pour avoir diagnostiqué un problème médical longtemps non reconnu, la misophonie. Alors de quoi s'agit la misophonie, juste ? Il s'agit de l'angoisse provoquée par les sons parasites, comme par exemple la mastication. Et qu'en est-il de l'Ig Nobel de la paix ? Alors, il a été décerné aux gouvernements pakistanais et indiens pour une action de leurs diplomates respectifs. Il se trouve qu'ils ont réciproquement sonné à la porte de leurs homologues, puis se sont enfuis en courant avant que quelqu'un n'ouvre la porte. Comme quoi, on a tous 10 ans à un moment de sa vie. Physique maintenant. Alors, celui-là a été remis à 2 chercheurs pour avoir déterminé expérimentalement ce qu'il arrive à la forme d'un ver de terre lorsque celui-ci est soumis à des vibrations de haute fréquence. Alors encore une fois, pourquoi on fait vibrer ces pauvres vers de terre ? Alors, l'hypothèse de cette expérience est que ce qui est principalement constitué d'eau, les cellules par exemple, mais aussi les vers de terre, devraient réagir aux ondes comme le font les gouttes d'eau. C'est-à-dire que, passé une certaine fréquence, des ondes de Faraday apparaissent à leur surface. Et c'est effectivement ce qui est arrivé aux vers de terre. Le but de ces recherches est de comprendre si des ondes pourraient interagir avec des cellules humaines, à savoir les neurones. L'expérimentation sur des neurones étant compliquée, les investigations se font avec des vers de terre. Économie maintenant. Il a récompensé une équipe internationale pour avoir essayé de quantifier dans différents pays la relation entre les inégalités de revenus et le nombre moyen de baisers sur la bouche. Éducation médicale ? Alors, celui d'éducation médicale a été remis à une équipe très internationale, qui est composée de Jair Bolsonaro du Brésil, Boris Johnson du Royaume-Uni, Narendra Modi d'Inde, Andrés Manuel López Obrador du Mexique, Alexander Loukachenko du Bélarus, Donald Trump des États-Unis, Recep Tayyip Erdogan de Turquie, Vladimir Poutine de Russie et Gurbanguly Berdimuhamedov du Turkménistan. À tes souhaits. Ces gens-là, donc, ils ont vraiment été récompensés ? Alors oui, et ils sont récompensés pour avoir utilisé la pandémie de Covid-19 afin d'apprendre au monde que les politiciens peuvent avoir des conséquences plus immédiates sur la vie ou la mort que les scientifiques et les médecins. En sciences des matériaux, l'Ig Nobel, c'est quoi ? Alors ce prix récompense une équipe américano-britannique pour avoir montré que les couteaux fabriqués à partir de fesses humaines, eh bien, ils ne fonctionnent pas très bien. C'est bien dommage, ça aurait été un bon moyen de recycler nos crottes. Pour l'entomologie, donc l'entomologie c'est la branche de la zoologie qui s'intéresse aux insectes, qu'en est-il ? Tout à fait, alors ce dernier prix, donc ce dernier Ig Nobel a été remis à un chercheur états-unien pour avoir recueilli les preuves que de nombreux entomologistes qui étudient donc les insectes ont peur des araignées. Sa publication s'intitule « Des entomologistes arachnophobes, quand 2 pattes de plus font une grande différence ». Eh ben ça leur fait une belle jambe. Isabelle, vous avez un lauréat préféré pour ces Ig Nobel 2020 ? J'ai beaucoup aimé le ver de terre soumis à des ondes. Je me suis mise à la place du ver de terre. Je me suis demandé s'il aimait bien ça. C'est une très bonne question, en effet. Et cette question, justement, que je viens de vous poser, n'était qu'un échauffement. Car nous allons sans plus tarder en savoir plus sur votre parcours, Isabelle. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Get up, get on up. Radio Campus 93.3 sur la FM. Alors Isabelle, vous êtes donc chercheuse en sciences vétérinaires et vous vous intéressez particulièrement au comportement et au bien-être animal. Mais avant de nous pencher plus en détail sur vos recherches dans la deuxième partie de l'interview, on voudrait se consacrer d'abord à votre parcours. Et ce parcours, vous l'avez commencé par des études vétérinaires. Et qu'est-ce qui a motivé votre choix de travailler auprès d'animaux ? Question difficile. J'avoue que c'est un petit peu par hasard quand même que j'ai fait vétérinaire, puisque normalement les études vétérinaires c'est destiné à devenir vétérinaire praticien, enfin surtout à l'époque où j'ai fait ces études. Et puis moi j'avais pas envie d'être praticienne, mais j'ai rencontré par hasard un vétérinaire lors de rencontres avec des comment on appelle ça, les rencontres qu'on fait en première ou terminale où on va vers des milieux professionnels, je sais plus, ça porte un nom maintenant. Et donc il y avait un vétérinaire complètement atypique, d'ailleurs je sais maintenant qu'il était atypique, je le savais pas à l'époque, qui nous a parlé de tout ce qu'on pouvait faire avec un diplôme de vétérinaire et je me suis aperçue qu'en fait j'étais assez intéressée par la biologie et par les animaux en particulier et donc ça me permettait d'avoir une formation générale sur les animaux.
Après ça, vous avez décidé de faire de la recherche, du coup, et comment ça s'est passé ? Ah oui, j'ai oublié quelque chose, c'est que j'étais assez paresseuse et qu'à l'époque, le concours vétérinaire ne se passait qu'après 1 an de classe prépa. Donc c'était quelque chose qui était intéressant pour moi plutôt que de faire 2 ou 3 ans. Voilà. Mais donc, du coup, je recommence sur ma question. Maintenant qu'on sait que vous n'aviez fait qu'1 an et vous êtes un peu paresseuse, qu'est-ce qui ça fait que vous êtes chercheuse maintenant ? Bien, en fait, j'ai fait des études vétérinaires pour faire de la recherche après. C'était mon idée, déjà au départ. C'était pas pour être praticienne, c'était pour mieux connaître les animaux et pouvoir faire de la recherche. Et j'étais pas encore très fixée sur le type de recherche que je voulais faire, mais je me suis aperçue qu'en fait, j'avais tendance à observer ce qui m'entoure, observer les gens et observer les animaux et avoir une compréhension intuitive de ces personnes ou de ces animaux. Et ça m'a amené donc à la question du comportement animal. Et donc j'ai fait des stages dans ce domaine-là. Et donc j'ai souhaité ensuite continuer dans cette voie-là. Parce que pour moi, le comportement, c'était pas simplement décrire ce qu'on fait, mais c'était aussi essayer de comprendre comment la personne fonctionne ou comment l'animal fonctionne. Donc c'était une porte d'entrée sur le mental de l'animal, en quelque sorte. Et donc vous avez très tôt décidé que vous vouliez faire de la recherche. Et d'où ça vient cette volonté ? La recherche, c'est par rapport à la pratique de la médecine, par exemple, c'est quelque chose où on part d'un certain point, on sait d'où on part, mais on ne sait pas où on va arriver. Donc on va progressivement découvrir des choses et c'est ça qui m'intéressait, c'était la question de la progression. Et donc en recherche, sur quel type d'animaux vous avez travaillé jusqu'à présent ? Alors j'ai commencé sur des mouches. C'était pas des drosophiles, mais c'était des mouches en stage. Oui, ça m'a amusé ce que vous aviez dit tout à l'heure. Alors effectivement, les araignées ne sont pas des insectes, c'est bien vu. Elles ont 2 pattes de plus. Et donc voilà, j'ai commencé. Donc j'ai dû travailler 2 semaines sur les mouches. Et puis après, je suis passée à des animaux sauvages. J'avais fait un stage donc sur des animaux sauvages, donc essentiellement des mouflons. Et puis ensuite, j'ai continué donc en faisant des stages à l'INRA. À l'époque, ça s'appelait l'INRA, pas INRAE, sur les animaux de ferme, donc bovins essentiellement. J'étais plus bovin, oui, que mouton ou porc, donc voilà. Et donc, vous travaillez actuellement à INRAE, et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? INRAE ou INRAE. INRAE, c'est l'Institut français, donc national, public, de recherche pour tout ce qui touche à l'agriculture. Alors au départ, c'était uniquement agriculture, et puis ensuite, les recherches se sont étendues à l'alimentation et plus récemment, donc aux questions environnementales. Voilà. D'accord. Et vous avez travaillé dans d'autres structures avant d'arriver à INRAE ? Et non, en fait, parce que à l'époque où j'ai postulé, il y avait un système où il était possible de rentrer avant la thèse, mais il fallait y rentrer juste après la fin des études. Donc j'ai fait directement INRA. Par contre, j'ai eu l'occasion de partir à l'étranger, 1 an en Angleterre, dans un autre organisme, et puis d'avoir beaucoup de collaborations au niveau européen et international, donc qui m'ont ouvert sur d'autres organismes. Alors, avant, dans votre carrière, on en discutait avant d'enregistrer cette émission. Vous étiez directrice de recherche à l'UMR Herbivore, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire être directrice de recherche ? En fait, alors, directrice de recherche, je le suis toujours, puisque ça, c'est un grade. Donc, voilà. Par contre, je dirigeais cette unité, c'est ça, je pense que vous vouliez dire. Donc, directeur ou directrice d'unité, c'est avoir la responsabilité d'un collectif, organiser les activités, discuter de la stratégie scientifique, discuter également de la progression des personnes. Bon, c'est comme une petite entreprise, en fait, puisqu'on était au début 180, et puis après, il y a une partie qui a été externalisée, donc on doit être 120, 130, donc voilà. Et donc, être directeur de recherche et directrice du MR, ce sont des choses différentes. C'est un oui, grade, il y en a un, c'est un grade, et l'autre, c'est une fonction. D'accord. Et vous êtes donc actuellement directrice du Challenge Licite Cap 2025. Et ça, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, on dit animatrice. D'accord. Voilà, ça, en fait, on ne décide pas ce que font les personnes. D'ailleurs, quand on est directeur ou directrice d'unité non plus. Le projet CAP 2025 donc, vise à rassembler
autour de 4 pôles. Les recherches qui se font donc, sur le site clermontois et pour lesquelles il y a une masse critique et une reconnaissance importante. Donc il y a un des axes ou un des challenges ou secteurs, comme vous voulez l'appeler, qui concerne donc les agrosystèmes. Donc nous on dit agro-écosystèmes pour appuyer sur le fait que ces systèmes agronomiques sont en relation avec leur environnement. Et donc nous essayons donc d'animer les recherches dans ce domaine afin d'avoir une meilleure intégration de ces systèmes donc dans leur environnement et dans leur territoire. Le territoire, c'est l'aspect plus humain. Voilà. Donc ça comprend des recherches analytiques de base et des choses un peu plus systémiques. Alors dans le domaine complètement rien à voir avec INRAE, mais dans le domaine de la recherche, la part des femmes occupant des postes à responsabilité comme le vôtre reste quand même vachement minoritaire. Comment est-ce que vous percevez cette problématique aujourd'hui et est-ce que vous espérez inspirer de jeunes chercheurs à poursuivre vers ce type de poste ? Oui, alors je pense que la situation quand même change progressivement. Enfin, quand j'ai commencé dans les années 80, je crois que j'étais la seule chercheuse dans le secteur élevage sur le site INRAE de Clermont, quoi. Donc maintenant, je pense que dans les jeunes chercheurs, il y a même plus de femmes que d'hommes. Par contre, c'est vrai que dans les postes à responsabilité, il y a encore un déséquilibre, mais qui tend à s'amenuiser. Alors, il y a plusieurs raisons certainement à cela. Ce que l'on dit, alors moi, je n'ai pas fait d'analyse vraiment dans ce domaine-là, c'est que d'une part, ceux qui décident des postes à responsabilité sont quand même ceux qui sont en place. Donc, s'il y a plus d'hommes, on va plutôt mettre des hommes. Et également, les femmes ont tendance à ne pas se lancer, quoi, à se mettre en retrait. Donc voilà, il y a les deux. Donc, il faut justement pousser les jeunes à prendre des responsabilités. Donc, voilà. Donc dans l'unité, on met en place un programme de mentoring justement pour aider les jeunes à prendre leur envol et c'est un point important, il me semble. Passionnant tout ça et puis très informatif. Avant l'émission, on vous a demandé de faire une liste de chansons que vous aimeriez écouter. Et parmi cette liste que vous nous avez envoyée, voici la première que nous avons choisi de diffuser. On se retrouve tout de suite après.
venez d'écouter Pink Floyd, un extrait de l'album The Dark Side of the Moon sur les ondes du 93.3 FM. Et nous voilà de retour à bord de l'émission Moteur de recherche. Nous sommes toujours en compagnie d'Isabelle Vessier pour en apprendre plus sur ses recherches. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Get up, get on up, get up, get up. Radio Campus 93.3 sur la FM. Alors, Isabelle, j'aimerais maintenant qu'on évoque plus en détail votre recherche pour comprendre de quoi est fait votre quotidien. Alors, au sein d'INRAE, vous étudiez donc les liens entre le comportement d'un animal et ce qu'il ressent. Concrètement, ça veut dire qu'en observant comment un animal agit, vous pouvez en déduire comment il voit le monde qui l'entoure, comment il sociabilise, il apprend, comment il se sent. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? J'ai tout d'abord travaillé sur les questions de relation entre la mère et son petit et des conséquences de la séparation donc chez des bovins. Donc, séparation vers 8-9 mois d'âge du veau. Et j'ai regardé comment le veau se réorganisait son réseau social après sevrage. Et donc, voilà, pour voir aussi pendant combien de temps il restait attaché à la mère. Donc, on a fait des tests après sevrage où on lui montrait sa mère, une autre vache, et on regardait s'il avait toujours la préférence pour sa mère. Donc, on a vu par exemple que le veau, au bout de 3 semaines, il commence à se détacher de sa mère. Il oublie sa mère. Voilà. La vache se souvient plus longtemps de son veau. Voilà. Et donc ensuite, j'ai fait des travaux aussi avec des techniques d'apprentissage pour voir ce que l'animal comprenait, quels étaient les signaux qu'il pouvait utiliser dans son environnement. Et dans les années 90, est arrivée la problématique, donc on a appelé bien-être animal, mais on ne parlait pas de bien-être animal. Avant, on parlait de stress, on parlait de confort, etc. On n'utilisait pas ce terme bien-être. Et donc, j'ai travaillé dans ce domaine-là, d'abord sur des productions vraiment extrêmes, comme les veaux de boucherie en case individuelle, où on n'avait même pas besoin de se poser la question du mental de l'animal, parce que de toute façon, il tenait à peine dans la case, donc il fallait déjà régler les aspects physiques. Mais ça nous a permis donc de mettre un pied dans cette problématique, et ensuite de poser la question de la façon dont on pouvait aborder donc, les émotions des animaux, les états mentaux. Et là, pour ça, nous avons utilisé des cadres de la psychologie cognitive, selon lesquels la façon dont l'animal décode son environnement va induire des émotions. Donc, si vous avez l'impression d'être face à un stimulus qui est soudain, dont vous ne connaissez pas les conséquences, vous allez plutôt avoir peur. Et en plus, si vous pensez ne pas pouvoir avoir de moyens d'action, si vous avez pensé pouvoir agir, ce ne sera pas tout à fait le même sentiment qui va intervenir. On a pu aussi montrer donc, que les animaux donc, non seulement pouvaient avoir de la peur, mais exprimer une forme de rage quand ils pensaient pouvoir agir sur l'environnement, aussi exprimer de la frustration, etc. Au contraire, du plaisir. Donc voilà, ça nous a permis de montrer expérimentalement que les animaux pouvaient ressentir, en tout cas certains d'entre eux, nous travaillons sur les mammifères, pouvaient ressentir un panel d'émotions. Voilà. C'est des grosses journées du coup de travail d'observation, de travaux d'observation, c'est ça ? Et comment ça se passe une journée d'observation ? Qu'est-ce que vous faites quand vous observez les animaux ? Alors ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je dois dire, parce que maintenant je suis plus derrière le rideau, on va dire. C'est plutôt les jeunes qui travaillent sur le terrain. Ça manque un peu, mais bon. Donc une journée d'observation, de toute façon on va planifier déjà ce qu'on va observer. On n'arrive pas devant un groupe d'animaux puis on va dire tiens aujourd'hui je vais les observer. Donc il y a toute une préparation en amont de conception d'un protocole. Quand je parlais de l'étude sur les émotions, donc nous ce que nous avons cherché c'est à rendre plus saillant dans l'environnement le caractère nouveau, ou le caractère soudain, ou le caractère non contrôlable d'un événement. Donc on avait un protocole où on mettait les animaux donc, en condition dans un petit parc de test, et puis on les mettait face à un stimulus, par exemple, qui était le même, un objet qui descend devant l'animal alors qu'il est en train de manger. Et ce stimulus, soit il est connu, soit il n'est pas connu de l'animal. Il l'a déjà vu dans son environnement ou non. Ou l'objet qui apparaît derrière l'auge apparaît très rapidement, donc voilà, ou au contraire doucement. Donc ça, c'était pour exacerber le caractère soudain. Donc on a toute une mise en situation. Et ensuite, on a aussi un appareillage de l'animal pour mesurer sa fréquence cardiaque, fréquence respiratoire. Et on fait des enregistrements vidéo
pour être sûr de rien manquer. Et ensuite, on regarde finement les vidéos avec une grille, on appelle ça un éthogramme. On a une liste d'items qu'on veut enregistrer. Et on note à chaque fois qu'on observe l'item. D'accord. Et vous travaillez aussi avec des éleveurs ? Alors ça, oui, on a pu aussi conduire des enquêtes en ferme. Alors ça, c'est pour la partie recherche vraiment, donc où on va dans des fermes, observer des animaux, poser des questions aux éleveurs sur ce qu'ils font. Donc ça a été fait donc par exemple sur des élevages laitiers, bovins, beaucoup. On peut être aussi amené à rencontrer les éleveurs pour des actions de dialogue, de faire des présentations, aller discuter des résultats avec eux, etc. Et comment vous êtes accueilli par les éleveurs ? Moi, j'ai jamais eu de problème. En tant que chercheur. Alors, la problématique du bien-être animal a parfois entraîné des réactions un peu vives de la part de certaines personnes qui pensaient que on interférait avec leurs activités. Mais j'ai jamais ressenti ça de la part des éleveurs. J'ai été plusieurs fois invitée donc à parler dans des rencontres organisées par des éleveurs. Et en général, en fait, les éleveurs les bons éleveurs ont une perception assez intuitive des animaux, mais qui rejoint beaucoup celle des chercheurs. Donc, on trouve facilement un terrain d'entente. Alors, il faut s'écouter les uns les autres, bien sûr. Et donc en ce moment, vous essayez de détecter les signes précoces de maladie dans le comportement de l'animal, c'est bien ça ? Et comment est-ce qu'on les voit ? Vous pouvez donner des exemples ? Oui, c'est tout à fait ça, ce que je fais en ce moment. En fait, ces travaux, ils ont leur origine dans mes premiers travaux de thèse, donc il y a bien longtemps. Et à l'époque, je m'intéressais donc au temps dont un animal avait besoin pour s'adapter à un nouvel environnement. Donc on avait des génisses, des petites vaches, on va dire, qui étaient rentrées à l'étable. Et donc je regardais quelle était leur activité. Donc toutes les 10 minutes, nous notions ce que faisait l'animal. Et on a fait ça pendant 2 semaines, donc 24 heures sur 24 pendant 2 semaines. On faisait les 3-8. Et donc j'ai vu que l'activité se stabilisait, que les animaux étaient moins agités au fur et à mesure que les jours passaient, et que les plages d'activité étaient plus longues. C'est-à-dire que quand un animal était en train de manger, il restait manger pendant un certain temps. Quand il était couché, il restait couché pendant un temps assez long. Alors que au tout début, quand l'animal est rentré à l'étable, toute cette activité est beaucoup plus hachée. Et j'ai vu aussi que s'installait un rythme d'activité plus marqué, avec moins d'activité la nuit et plus le jour. Et au milieu des observations, on a eu un épisode de grippe. Il a fallu arrêter les observations pendant une journée. Donc on a traité les animaux, le lendemain c'était revenu dans l'ordre. Et je me suis aperçue donc, que la veille, mes animaux avaient moins mangé. Donc ça a été fait rétrospectivement. Et l'avant-veille, en fait, j'avais déjà une anomalie de rythme d'activité. Et bon, à l'époque, on n'avait pas reproduit le résultat parce qu'aller regarder les vaches pendant 24 heures sur 24, pendant plusieurs semaines, en attendant qu'elles soient malades, on n'avait pas tellement envie de le faire. Et dans les années 2010, avec l'avènement des capteurs qui donc sont maintenant utilisés dans certains élevages, dans des capteurs d'activité des animaux, je me suis dit, on va essayer de voir si on retrouve ce résultat. Et effectivement, l'a retrouvé avec des données d'élevage. Donc on avait les éleveurs qui nous ont donné tous les événements sanitaires qu'ils avaient notés sur les animaux. Et on a regardé donc avec les capteurs leur activité de ces animaux. Et on a retrouvé donc les anomalies de rythme. Donc j'étais très contente et j'ai eu l'occasion donc de collaborer donc avec le laboratoire le LIMOS de Clermont-Ferrand de l'ISIMA, et on a mis au point donc une méthode pour détecter quand le rythme d'activité devient anormal, et c'est effectivement bien lié à des états de maladie ou de stress, et ça varie avant que l'animal soit vraiment malade par exemple. Voilà. Est-ce que on peut observer ces mêmes comportements chez l'humain qui ressentent la même chose quand ils sont malades ? Je pense. On n'a pas encore vérifié, mais là, on est en train de travailler sur d'autres espèces. On a des données sur des bouquetins aussi dans les Alpes, donc on est en train d'étudier.
Et les principales différences entre les bovins et bouquetins, c'est ovins, c'est ça? Les bouquetins, c'est plutôt lié à... Ça ressemble plutôt à une chèvre. Alors, c'est quoi les principales différences comportementales, ou en tout cas entre ces deux animaux, entre ces deux espèces? Alors, c'est quand même des espèces assez proches. Ce sont les ruminants, donc que ce soit chèvres, moutons, bovins, sont des espèces relativement proches. Il peut y avoir des différences de comportement social, peut-être plus avec des animaux plus éloignés, comme des porcs mais éventuellement des chevaux, qui n'ont pas tout à fait la même organisation sociale. Alors, comme exemple, on peut donner sur la relation mère-jeune, par exemple, sur les moutons, ce qu'on peut dire, c'est une espèce encore proche des bovins, mais par exemple, la brebis va rejeter son petit alors qu'elle a encore un petit peu de lait, alors que la vache, par contre, elle ne rejette jamais ses petits, quoi. D'une année sur l'autre, même si elle a un nouveau veau, elle va garder un lien préférentiel avec le veau de l'année précédente. Là, il y a des petites différences comme ça. Il y a des différences de taille de groupes sociaux aussi. Les bovins sont des animaux qui peuvent vivre dans des très grands groupes sociaux, jusqu'à 100 individus à l'état naturel. Alors que sur des porcs, par exemple, ça va plutôt être des structures plus petites, plus familiales. Donc une truie avec sa sœur, ou ses sœurs, et on va avoir les petits qui vont être ensemble. Donc ça va nous mener à une bonne dizaine d'individus. Pareil chez les volailles, en fait, c'est à l'état sauvage. Donc il y a une poule qui existe encore à l'état sauvage. C'est des petits groupes de 3, 6, jusqu'à 9 individus. D'où les problèmes qu'on voit en élevage sur les volailles sur des poules qui à l'état naturel sont dans des petits groupes. Et même si on les met en libre, elles se retrouvent toujours dans des très grands groupes en élevage. D'accord. Et est-ce que vous diriez que le rapport du monde académique à votre sujet, il a évolué au cours du temps? Ah oui, il a beaucoup évolué, parce que dans les années 90, on nous disait que les recherches en bien-être animal, c'était pas de la recherche. Donc en France, on a des écoles de comportement animal qui sont beaucoup plus issues de l'éthologie, donc la description des comportements, Lorenz, à quoi servent les comportements, comment ils sont apparus dans l'évolution et comment ils apparaissent dans l'ontogénèse de l'individu. Mais le cerveau, ça reste une boîte noire, et essayer de rentrer dans la boîte noire, ça c'était pas très bien vu. Mais petit à petit, ça a changé, et après, maintenant c'est... Les universitaires aussi parlent de bien-être animal sans problème. Du coup, est-ce que vous considérez votre travail de repérage de ces signes de stress et de maladie comme une forme d'engagement pour la cause animale? Alors, certainement, oui, il y a un lien. Je veux dire, la défense des animaux, ça part du principe qu'on leur reconnaît une certaine sensibilité. Et nous, on est là pour justement étudier cette sensibilité. Après, c'est pas forcément un engagement dans le sens où on va forcément adhérer à des associations et militer. Mais c'est donner des arguments pour justement alimenter le débat, et qu'il y ait effectivement débat. C'est passionnant. Grand merci Isabelle pour ces précisions. Et on va laisser nos auditeurs digérer tout ça en écoutant un deuxième morceau.
In Blue composé par George Gershwin que vous venez d'écouter sur Radio Campus 93.3. Vous êtes toujours dans l'émission Moteur de recherche et avant de passer au bon plan de la science préparé par Astuce Science, Clara nous a préparé un retour sur science sur le rire. Et pour ce retour sur science, Clara, tu nous parles donc de rire et plus précisément de l'enquête des 2 chercheuses américaines. Le livre s'appelle Humour Seriously, il a été publié en octobre dernier après 5 ans de recherche sur l'humour. Retour sur science. Oui, elle s'appelle Jennifer Hacker et Naomi Bagdonas et elles travaillent à l'université de Stanford en tant que respectivement chercheuses en psychologie comportementale et professeurs en école de commerce. Elles y donnent d'ailleurs un cours sur l'humour. Et si ce sujet m'a interpellée, c'est d'abord parce que la phrase « tu ris beaucoup », c'est quelque chose que j'entends tout le temps. Quoi ? Tu ris beaucoup. Tu trouves ? Au moins 3 fois par minute. Moi, je ris 3 fois par minute. Regardez ça, on va calculer après. Apparemment, ouais, je ris beaucoup. Tout le monde me le dit, parfois pour me dire que c'est super, et parfois de manière un peu incrédule, genre « Mais c'est bizarre que tu ris tout le temps, non ? Qu'est-ce qu'il y a de drôle ?» Et à chaque fois qu'on me dit ça, moi je rougis, et je dis un truc vague et un peu trop sur la défensive. Mais la semaine dernière, quand j'ai raconté ça à l'équipe de moteurs de recherche, j'ai enfin réalisé que j'étais pas la seule. Je rigole beaucoup dans la vie parce que en fait mon humour il est quand même assez simple et il y a beaucoup de choses que je trouve hilarantes et de situations très cocasses. Donc en fait, elle, c'est Claire et elle est responsable de la rubrique Bon Plan à la fin de l'émission. Mais c'est vrai que maintenant à 27 ans, ça fait quelque temps que je me prends des petites remontrances de la part de mon entourage qui estime que j'ai passé l'âge de ricaner et je trouve ça extrêmement dommage parce que j'ai l'impression d'être passée de l'autre côté et d'être en tout cas d'être censée être trop vieille pour rire. Et ce que dit Claire, c'est aussi ce qu'ont constaté Jennifer Hacker et Naomi Bagdonas. Pendant 5 ans, elles ont interviewé des humoristes, elles ont suivi des cours pour apprendre à raconter des blagues, et elles sont montées sur scène pour raconter les blagues qu'elles avaient écrites. Et pour commencer leur étude, elles ont mené un sondage auprès d'1,4 million de personnes sur 166 pays, pour chercher à savoir à quelle fréquence les gens rient. Les réponses leur ont permis de retracer la courbe du rire au fil de la vie. Par exemple, un enfant de 4 ans rit en moyenne en une seule journée autant qu'un adulte de 40 ans en 2 mois et demi, soit 300 fois. La fréquence des rires et des sourires, elle baisse à partir de 23 ans et elle commence à remonter vers 70 ans. Et les 2 chercheuses, elles ont remarqué que ça correspond pile au temps qu'on passe à travailler. Leur conclusion, c'est donc qu'il y a un lien fort entre le monde professionnel et la perte d'humour. Et ça a attisé ma curiosité. C'est un meilleur rire. Et j'ai décidé de mener une petite enquête de mon côté. Bon, c'est rien de très scientifique. J'ai interviewé 5 personnes entre 23 et 68 ans. T'as quel âge, toi ? Je vais sur mes 24 ans. Donc t'as 23 ans ? Oui. Tu dirais que tu ris à quelle fréquence ? Je dirais genre 2 à 3 fois par semaine. Combien de fois ? 4, 5 par jour. 4-5 par jour ? Je sais pas. Je ris une dizaine de fois par jour. T'as quel âge ? 57 ans. Toi, Léo, tu rigoles combien de fois par jour ? Je rigole pas, moi. En fait, je suis dans l'import-export, moi, donc je rigole pas. Alors, pourquoi on ne rit plus quand on entre sur le marché du travail ? Eh bien, selon Jennifer Hacker et Naomi Bagdonas, ça vient du fait qu'on considère collectivement que le monde du travail, c'est du sérieux. Et que plus vous riez, moins vous êtes justement pris au sérieux. Leur étude a aussi montré que les adultes ont beaucoup plus peur d'être ridicules, de faire une blague qui tombe à plat, par exemple, de pas être drôle. Parce que le mythe que l'humour, c'est un don, il persiste. Il y a ceux qui sont drôles, qui savent raconter des blagues et des histoires, et ceux qui n'y arrivent pas.
Mais heureusement pour moi et pour Claire qu'on entendait au début, Jennifer Acker et Naomi Bagdonas, elles ont constaté qu'on a bien raison de rigoler franchement dès que l'occasion se présente. Déjà parce que ça libère un cocktail d'hormones qui annule l'effet du cortisol, l'hormone du stress. Et aussi parce que rire, ça modifie la façon dont on se comporte. Ça a des effets sur notre santé mentale et sur notre créativité au travail et dans la vie. Dans ce livre, les 2 chercheuses ont aussi analysé comment l'humour fonctionne. Avec des collègues, elles ont mené des expériences dans différentes situations, comme des entretiens d'embauche par exemple, en essayant de comprendre à chaque fois les liens entre l'humour et le fait d'être perçu comme compétent, agréable, bref, d'être apprécié. Et elles en sont arrivées à la conclusion que l'humour, c'est pas un don qui tombe du ciel. Parce qu'elles expliquent que ce qui fait qu'une blague est réussie, c'est pas si elle est objectivement drôle ou non. Une blague réussie, c'est une blague qui est appropriée au contexte où vous la racontez. Et leur conseil pour ne pas faire de bide, c'est de partir de ce que vous connaissez le mieux, votre vie à vous, et de traquer l'absurde, l'insolite dans votre quotidien pour pouvoir le raconter. Et en fait, ça vaut le coup parce que, et c'est la dernière statistique que je vais vous donner, mais rire, ça permettrait de vivre plus longtemps. Et c'est une étude norvégienne menée sur 15 ans avec 50 000 personnes qui le dit. L'équipe de chercheurs a demandé aux gens s'ils avaient le sens de l'humour ou pas. Et l'étude a montré que les gens qui avaient répondu oui, ils vivaient en moyenne 8 ans de plus que les autres. Merci de loin, Clara, pour cette chronique fort intéressante et plutôt assez drôle, je trouve. Et je retiendrai qu'une seule chose, si on veut vivre longtemps, il faut rire beaucoup. Isabelle, vous avez entendu parler de cette étude que Clara évoque ou pas ? Oui, j'en avais entendu parler. Ouais. Et qu'est-ce que ça vous évoque Ça m'évoque que je ne suis pas sûre que les animaux soient très très différents de nous. Alors on ne va pas parler de rire, mais on sait par exemple que quand on enrichit le milieu des animaux, quand on leur permet d'exprimer plus de comportements, voire de résoudre des problèmes qui les stimulent, on a des animaux qui vont vivre plus longtemps aussi, qui ont des compétences immunitaires plus élevées, qui ont des capacités cognitives plus développées, etc. Donc voilà. Je ferai un parallèle entre l'enrichissement du milieu et le rire chez les humains. Et ça me fait plaisir parce que moi, je suis bon public et comme ça, je ne m'empêcherai pas de rire en réunion, puisque maintenant que je sais que c'est très bien. Et ils ont un sens de l'humour, les animaux, entre eux ? Vous avez pu observer ça ou pas ? Alors, ça voudrait dire qu'ils se font des blagues. Je ne sais pas si ça a été démontré. Alors, ce qu'on sait, c'est que les animaux ont une certaine conscience que les autres individus, on appelle ça la notion de l'esprit, la théorie de l'esprit, donc ils savent que les autres aussi ont un esprit. Ils peuvent avoir des réactions empathiques, aider quelqu'un qui est en difficulté, un autre animal qui est en difficulté, après le faire rire, lui faire plaisir, je ne sais pas. C'est une idée que je lance aux chercheurs de INRAE pour peut-être ces futures cérémonies de Ig Nobel. Et maintenant, donc avant de nous quitter, on va passer au bon plan de la science, préparé par Astucience. Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes ? Les bons plans de la science. Si, j'ai un plan. Quel plan ? T'inquiète, tu seras pas déçu. Nous sommes en ligne avec Philippe Lucarini, qui est chercheur à l'Université Clermont-Auvergne, mais également organisateur de la Semaine du cerveau, qui va avoir lieu du 15 au 21 mars 2021. Donc Philippe, dites-nous-en un peu plus. La Semaine du cerveau est une semaine qui s'organise tous les ans, en fait pas uniquement en France, ni en Clermont. Donc c'est sur toute la planète, en gros. Il y a plus 150 pays, en gros, qui interviennent. Donc c'est une semaine où les chercheurs viennent auprès du grand public informer sur les dernières découvertes, et puis sur des thèmes un peu plus généralistes, sur parler du cerveau en général et pouvoir débattre avec le grand public sur des questions liées au cerveau et à toutes ces fonctions, toutes ces implications, les pathologies, etc., etc. Et du coup, à Clermont, qu'est-ce que vous avez prévu cette année ? Donc, vu le contexte sanitaire, on va, alors d'une part, quand même faire un peu de présentiel auprès des écoles et des collèges. Et puis, le côté grand public, ça sera des conférences, mais qui se feront donc en visioconférence. On mettra donc sur les sites appropriés les liens essentiellement sur des chaînes YouTube. Alors, il y aura en fait des vidéos conférences de 15 minutes
où là, le grand public pourra se connecter et suivre en direct ou en différé, peu importe, la vidéo. Et ensuite, il y aura certains soirs des débats qui suivront la conférence. Donc là, il y aura la possibilité de poser des questions en direct au moment du débat avec le chercheur, sous la forme de vidéo, ou par chat avec une discussion par texte. Voilà. Super, donc de quoi profiter de l'événement depuis son canapé. Voilà, c'est ça. Et du coup, en tout, vous avez prévu à peu près combien de conférences? Il y aura 3 confs données par des enseignants-chercheurs sur des thèmes fondamentaux. Alors une conf, c'est sur les jeux vidéo, l'apport que peut constituer l'utilisation des jeux vidéo pour le cerveau, pas seulement les côtés négatifs, les côtés peut-être positifs même. Donc, super. Un peu courant de ce qu'on pourrait avoir actuellement dans le monde de la com. Une conf sur la douleur qui s'intitulera Marre d'avoir mal, que font les chercheurs, où là on va essayer de montrer ce qui se fait à Clermont, puisque Clermont est un des centres majeurs de la recherche sur la douleur, donc montrer que les choses avancent. Et puis une conf que personnellement je donnerai, qui sera sur le thème il n'y a pas que les neurones dans la vie, où je vais remonter à partir de l'histoire du cerveau d'Einstein jusqu'à celui de la souris pour montrer que, outre les neurones, il y a d'autres cellules dans le cerveau qui peuvent bénéficier au développement de notre mémoire et de notre intelligence. Bon, bah voilà. Super, c'est une programmation super riche. Ah, encore des choses. Oui, encore une autre. Alors ça sera un film qui sera projeté 2 soirs sur le tremblement essentiel. Donc c'est l'histoire d'un metteur en scène qui justement sera là et qui souffre de cette pathologie, où il y aura un film qui dure, je crois, une 40aine de minutes avec un débat possible, mais ça sera le samedi. Ok. Merci beaucoup Philippe, et vous pourrez retrouver toutes les informations, les dates et les liens nécessaires sur ecoscience-auvergne.fr. Voilà. Merci à vous. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Eh ben, merci à vous, Astuce Science, pour ces bons plans. Et en effet, n'oubliez pas que si vous voulez retrouver l'actualité de toute la culture scientifique en Auvergne, rendez-vous sur le site ecoscience-auvergne.fr. Voilà, moteur de recherche, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Isabelle d'avoir répondu présente aujourd'hui. Merci aussi à Magali de m'avoir accompagné sur ce plateau, et ainsi qu'à Barbara à la technique juste en face de moi. Merci également à Clara qui n'a pas pu être là sur ce plateau aujourd'hui, Covid oblige. Et ainsi qu'à Claire, Cassandra et Pierre de l'association Astuce Science pour les bons plans de la science. Et nous on se dit au mois prochain, et on va se quitter sur un air de Henri Salvador, Jardin d'hiver. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte coère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent,
peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver. Stand up! Stand up! Stand up! Radio Campus 93.3 sur la FM. Oh. So, look. I eat beats, watch me dining, shining. I illuminate the rooms that I'm in, timing. Low-key ain't more crucial than alignment. That's why the flow is intertwined with both and I'm defiling every beat I'm on, even though I know it's wrong to treat rappers like a napkin after I pissed on commodes. Then I wipe us on the toilet, can't decipher if you know that my life is tied to giving hoodlums life despite the hoes that their sights are fixed upon to give them pipe out of control. But the plight we abide in has almost wiped our frontal lobe of our heritage. Rare kids like me who grew up savage, they got embarrassed when they went to their partner crib and seen they mattress had a bed frame. Shout out to those who told me Tobit was a pet name. Tobit Chuku Dubemwikwe is my correct name. Praise God for follies of my colleagues that embody everything I overcame, blowing that ganji to suppress pain. Oh, but I was weak though, so on occasion purple haze would keep me warmer than a peacoat. Debo, shouldn't be what you portray when you placebo, but now my flow the cheat code, every bar is worth a kilo, ooh. Every bar is worth a kilo, ooh. Every bar is worth a kilo, ooh. Tobit Chuku Dubemwikwe is my correct name. Yeah, look, hit the ground running like a halfback. Okay. Mad black, P365 in my knapsack. Okay. Blast that, all who tried to harm me, I don't scrap that. I dropped 2 kids and I still snap back. Yeah, had to have these girls don't think my pen dead. Hard to sleep on me like a twin bed. Was broke, now I ball like a skinhead. You only get one shot, that's what Slim said. I only had one wish, worth the Ray J to vacate. Anything that gave way to poverty. You could tell I move with sovereignty. Obviously, I'm an anomaly. Every bar I spit a novelty. Yeah, we don't ride the wave, we create it. This how we made it to Beyonce playlist. Toby used to have some open cases, but now we got a crib with open spaces. And I got a crib with open faces. Fuck on basic, been influenced by the city with the spaceships. Never going back to the gray ship or the spaceship. I'm about to be on the first name basis with Beyonce. Yeah, I'm about to be on the first name basis with Beyonce. Boys to men, word to Wanye. Whole hood screaming toad, don't go Kanye. H-Time Texas with the flow, doing grind. One through the bubble quaggy on your head is what my mom say. Gorilla on the beat, I go Harambe. Stacey Adams head to toe on my prom day. 2 kids life wilder than Deontay. Before I die, I'm trying to get a verse from Andre. I done been with Mighty Ducks, but my baby mama sworn Aphrodite does. If it's an issue, pack a pistol, keep it tightly tucked. Cause they'll try to early dismiss you on your nightly run. Or your daily run. Either way, it's tragedy. Please don't try to take my life, that's a catastrophe. On my soul, ain't no hoe in my anatomy. And I put that on everything like Tony Sashery. Innocence is a light beam, you're doing your thing with your arm out your window up Highway 9. When it's too much to handle, burn me a candle. If you don't have a candle, let me burn on your mind. The song of the sirens caught up with me downwind. My
nose started bleeding by the second note. Heaven is a motel with a telephone seashell. Well, check out's at 11 and don't ask for more time. Did your eyes change? I remember them blue. Or were they always hazel? Still the same face with a line or two. The same love I always knew. I try not to call, but I think I'm being followed. It's been about an hour or so. I hate for you to hear me scared, otherwise I'm well. I guess you're still the first place I go. Did you write